de la reprise des hostilités par le pape Boniface, surenchère dans l'affirmation des pouvoirs et l'impasse. Boniface allait en effet s'engager dans une affaire concernant un évêque à qui il avait accordé, je crois, trop rapidement une totale confiance. Bernard Cesset, évêque de Pamiers, dont il avait érigé la ville d'ailleurs en évêché, pour l'y nommer immédiatement, et ce, en opposition avec le comte de Foix, le suzerain local, et même l'opposition du roi de France. Et voilà, quelque temps plus tard, en juin 1300, à l'année du jubilé, ce même évêque, apparemment réconcilié avec le comte de Foix, lui propose, à lui au comte, d'étendre toute sa suzeraineté sur le Languedoc, région évidemment dans laquelle les rois de France n'étaient pas très bien vus depuis l'affaire de la croisade contre les Albigeois. En fait, l'évêque qui déjà s'était répandu en propos assez insultants pour le roi Philippe le Bel, ne faisait pas autre chose que d'engager un seigneur, vassal du roi de France, dans une affaire de haute trahison et de lèse-majesté. Le comte de Foix, effrayé, s'en est ouvert immédiatement à l'archevêque de Toulouse, qui préféra tout raconter au roi. Le roi fit arrêter Cesset le 12 juillet 1301, informa le pape de l'accusation qui pesait sur l'évêque. Il a confié d'ailleurs même l'évêque à la garde de l'archevêque de Narbonne, en prison ecclésiastique, montrant qu'il respectait les normes. Mais Boniface, furieux, n'attendit même pas de recevoir les documents royaux qui accusaient le prélat, et il fit parvenir au roi le 5 décembre 1301 la bulle Ausculta Filii, écoute mon fils, dont le ton paternel du début ne doit pas tromper, le pape croit, ou feint de croire, que le roi est mal conseillé. Il lui redit qu'il est son supérieur, annonce la convocation à Rome d'un concile d'évêques français pour le 1er novembre 1302, et le roi est invité à venir s'expliquer. À voir les mesures qu'il prit de suite, on peut déduire qu'à ce moment précis, Philippe le Bel comprit qu'il fallait repartir en guerre contre Boniface et cette fois-ci le vaincre totalement. Et surtout au travers de sa personne, en finir une bonne fois pour toutes avec la prétention de la théocratie pontificale. Dans l'entourage du roi, on alla même jusqu'à brûler la bulle papale. Et les États généraux furent convoqués pour la première fois en France à Notre-Dame de Paris, qui n'était pas encore achevée, la Semaine Sainte de l'année 1302. Le chancelier du roi, Pierre Flotte, prépara à cette occasion une traduction française de la bulle papale, quelque peu durcie, mais qui ne trahissait pas la pensée de Boniface. Il montrait que le pape faisait fi du rôle particulier que la France avait toujours joué pour la défense de l'Église. Et il se prétendait supérieur au roi. Un autre légiste royal, Pierre Dubois, se livra à un réquisitoire contre Boniface, montrant que sa conception de la papauté visait à détruire les royaumes, exagérait la réforme grégorienne, et qu'elle était donc hérétique. Il donnait ainsi un autre sens à la lutte que Philippe le Bel allait entreprendre. Le roi allait apparaître comme le défenseur de l'Église contre un pape mégalomane au point d'être hérétique. Et le roi, pour bien montrer qu'il ne voulait absolument pas toucher aux privilèges de l'Église, se contenta d'exiler l'évêque Cesset de son royaume et de le laisser se réfugier à Rome. Alors on envoya quand même une ambassade au pape à la demande des évêques pour tenter une ultime conciliation, en vain, car le pape se fit encore plus menaçant, évoquant même l'excommunication
du roi. Le 11 juillet 1302 survint la sévère défaite de Courtrai, de roi de France face aux Flamands. Pierre Flotte y perdit la vie. Eh bien, Boniface y vit un signe du ciel, et il commit l'erreur de s'en réjouir publiquement. Ce qui n'empêcha pas, voyez-vous, les évêques français quand même de venir relativement nombreux à la convocation du pape à Rome pour le fameux concile en novembre 1302. Mais voilà, ce fut pour s'entendre lire la bulle Unam Sanctam, réaffirmation sans nuance du dictatus papé de la réforme grégorienne, avec une référence aggravante tirée d'une interprétation, vous allez le voir, un peu particulière de la doctrine de la création, puisque le pape écrivait que parce que Dieu avait créé le ciel et la terre, et que c'était le même Dieu, le représentant de Dieu, le pape, avait autorité sur tout ce qui regardait le ciel et la terre. De ce fait, il n'y avait rien à rendre à César, qui perdait tout pouvoir autonome. Tout était à rendre à Dieu, c'est-à-dire à son représentant, le pape, gouvernant ce qui regardait le ciel, l'Église, et ce qui regardait la terre, les rois. Alors là, nous étions en pleine impasse théologique. Qu'on me comprenne bien, Unam Sanctam ne comportait aucune erreur théologique. Et il n'y avait bien évidemment rien d'hérétique dans cette bulle pontificale. Gilles de Rome y avait veillé, et Boniface n'était point sot. Mais le durcissement était malvenu vis-à-vis de la France, qui avait toujours soutenu les papes. Les sacres de ces rois et les serments qu'ils comportaient constituaient des garanties solides pour l'Église. Or, la bulle Unam Sanctam était proclamée à la suite de la conduite d'un évêque félon qui, en d'autres temps, se serait vu à juste titre appliquer la peine de mort pour haute trahison doublée de lèse-majesté, et qui s'en tirait avec un simple exil. Cela a paru tout de même un peu fort. Sous Louis XI, le cardinal Balue goûtera des cages de fer du château de Loches, et sous Henri III, le cardinal de Guise aura droit au poignard au château de Blois, et ce, pour un crime du même genre. Quant à l'interprétation du récit de la création, pour justifier l'absolutisme papal, cela parut pour le moins tiré par les cheveux à plus d'un exégète. Le roi, dans un premier temps, laissa ses théologiens argumenter. Ceux-ci se référeront d'ailleurs au sacre et au serment. Mais Philippe n'avait pas oublié le réquisitoire de son légiste Pierre Dubois contre Boniface VIII en 1302 à Notre-Dame. Il savait aussi toute la difficulté qu'il y avait à attaquer un pape sur la doctrine, surtout si celle-ci pouvait se prévaloir d'une certaine ancienneté, ce qui était le cas, quant au fond, pour Unam Sanctam, même si la forme et les circonstances en diminuaient la portée. C'était un texte du pape s'inscrivant dans la suite de la réforme de Grégoire VII et se réclamant de plus de l'augustinisme. Pour en finir avec l'influence d'un tel document, qui avait une autorité du fait de son auteur, eh bien, il fallait neutraliser l'auteur, non pas en tant que pape Boniface VIII, mais en tant que Benoît Caetani, transformé en pape usurpateur. Et il n'y avait que deux moyens: prouver l'invalidité de son élection ou démontrer qu'au cours de son pontificat, particulièrement quand il s'était attaqué au roi de France, il l'avait fait pour de mauvaises raisons.
dont on ne pouvait exclure quelque influence démoniaque. Or, 2 ans après son élection, la rumeur avait commencé à se répandre sur sa régularité. Et comme Boniface ne faisait pas souffrir que le roi de France par son autoritarisme, mais aussi ses propres sujets, les accusations répétées des colonnats et de leur clientèle à Rome trouvèrent évidemment de plus en plus d'écho. Même si l'année du jubilé 1300 marqua une pause. Et cette dernière, à bien y réfléchir, fut d'ailleurs un piège pour Boniface, qui crut pouvoir s'enhardir dans ses ambitions, tellement ça avait été un succès. Le roi de France, contrairement à son adversaire, savait se maîtriser et calculer, la tête froide. Il voulut d'abord s'assurer de l'appui de son entourage. Il avait perdu son précieux chancelier, Pierre Flotte, et il l'avait remplacé par Guillaume de Nogaret. Mais il ne fallait pas non plus tarder, car Boniface voulait aussi en finir avec le roi. Boniface envoya d'ailleurs le cardinal Lemoine, le 23 novembre 1302, comme légat auprès du roi, pour discuter d'une conciliation, mais qui en fait, à bien lire le texte, aurait signifié une capitulation totale pour le roi. Le cardinal Lemoine avait pour mission de jeter l'interdit même sur le royaume de France. Mais c'était un homme à la fois fin et perspicace. Il sut persuader Boniface d'attendre. De plus, le roi retint le cardinal, ou le cardinal se laissa retenir, mais enfin, ça a tardé. Le roi continuait à dissimuler sa fureur d'avoir été ainsi méprisé, et il gagnait du temps, en répondant complètement à côté de la plaque, ce qui lui permit d'envoyer le 7 mars des espions un peu partout en Italie pour être rapidement informés des initiatives de Boniface. Et il n'allait pas tarder à les connaître. En faisant arrêter à Troyes, évidemment sur indication, fin mai 1303, un autre légat que lui envoyait Boniface, lequel, lui, était porteur d'une menace d'excommunication qu'il devait lire devant le conseil du roi, et le comble, il y avait une convocation du confesseur du roi à Rome. Or là, c'en était trop. Le légat fut arrêté, mis au secret, avec son courrier, qui fut évidemment confisqué. Le roi réunit immédiatement le Grand Conseil royal au Louvre le 13 juin, et là, comme par hasard, il reçut une députation de barons et de juristes suppliant le roi de venir au secours de l'Église, laquelle souffrait sous le règne d'un faux pasteur hérétique et criminel, et on en appelait au concile général. Le lendemain, Guillaume de Plaisance, autre légiste du roi, lut l'acte d'accusation de Boniface. 28 articles, les principaux griefs étant les hérésies, le meurtre de Célestin V dans le château où le pape l'avait enfermé, et aussi des affaires de mœurs. Et comme Plaisance avait développé des hérésies, qui avaient déjà été suggérées par Nogaret, eh bien un concile, évidemment, s'imposait. Il se trouve que Nogaret était déjà en Italie. Il reçut l'ordre d'aller lire au pape Boniface son acte d'accusation et l'obliger à convoquer un concile. Le roi avait vu juste, en accélérant sa manœuvre, parce que Boniface n'avait pas tardé à comprendre que les tergiversations royales cachaient en fait un refus. Aussi, dès le 15 août, il crut intelligent d'écrire au roi pour protester contre l'abus de pouvoir qu'on allait tenter contre lui, et dans le même temps, il écrivait la bulle Super Petri Solia, qui excommuniait tout simplement le roi de France et qui devait être rendue publique le 8 septembre le motif d'excommunication, qu'il avait empêché ces prélats de venir au concile de Rome en 1302, ce qui était manifestement faux. Grâce aux espions royaux, Nogaret fut informé le 2 septembre de toute cette affaire d'excommunication. Il fallait donc à tout prix
que le pape fut officiellement accusé avant d'agir, le 8 donc. Eh bien le 7 septembre, la veille, 1303, à l'aube, Nogaret assiégeait Anagni, où se trouvaient Boniface et sa famille, avec une petite troupe, rejointe évidemment par Sciarra Colonna, frère du cardinal Pietro Colonna. Bon, il y a eu beaucoup de confusion, et le pape fut certainement moralement effondré de voir une troupe en armes forcer sa demeure et entrer dans sa chambre. Nogaret lui a lu, c'était ça l'important, son acte d'accusation. Il n'y eut pas de violence physique. La gifle avec gantelet de fer, c'est une invention du XIXe siècle des historiens républicains pour montrer qu'on avait fait des violences aussi sur la royauté au Saint-Père, mais il n'y a eu aucune violence. L'important pour Nogaret, c'était qu'on lise l'acte d'accusation. Car après, le pape pouvait lire tout ce qu'il voulait contre le roi, il était accusé et donc ça perdait de son autorité et de son influence.